monde en fait où on est en train de, quoi, de croire que c'est possible de vivre plus en paix, plus en harmonie et en apprenant à se connaître. Et pour ça, on a aujourd'hui 2 invités qui sont dans l'association, qui sont avec nous et qui vont parler un peu de leur parcours, ce qu'ils font. Alors, on va commencer par Alexandra Durand-Salle. Oui. Alors, toi, tu fais de l'éveil au féminin. Voilà, alors tout à fait. Donc moi j'ai monté en fait ce qu'on appelle le projet Dakini. Dakini qui fait référence donc au bouddhisme tibétain, une tradition que j'ai suivie depuis l'âge de 16 ans presque maintenant. Dakini qui sont des femmes éveillées, des femmes donc illuminées, éveillées. Pourquoi j'ai créé ce projet? Parce que dans mon parcours, je me suis aperçue que le féminin était peu représenté, même s'il est très présent et que dans toutes les traditions, la femme a toujours été la part intuitive, la part d'initiation, de révélation, même chez l'homme. Hein, c'est pour ça que je parle au féminin et non pas pour les femmes. C'est un peu différent. Et ces femmes-là, qui portaient toutes ces traditions de cœur, cette voix du cœur et la découverte de ce qu'on a en nous, notre divinité, ont eu peu de place, malheureusement, dans les courants religieux et traditionnels. Et elles sont invisibles, un peu oubliées, voire même parfois chassées. Si on prend l'exemple de Marie-Madeleine dans notre tradition ici. Hein. Et donc moi, j'ai vraiment à cœur à remettre ces femmes à leur place, c'est-à-dire une place d'équilibre et de complémentarité avec le masculin. C'est pourquoi, effectivement, j'ai monté ce projet. Donc, il est divisé en on va dire deux espaces. Un premier espace où j'accompagne les femmes dans les transitions de vie, les changements, les difficultés, et sur un plan, on va dire, beaucoup plus relatif et thérapeutique. Donc pour ça, j'utilise les états modifiés de la conscience, trans, hypnose et tous les états un peu non ordinaires de conscience, pour essayer vraiment d'aller se transformer en profondeur et d'aller toucher vraiment les causes profondes de pourquoi on va mal et de notre mal-être. C'est un groupe ou un individuel? Ça, c'est un individuel. D'accord. Voilà. Et ensuite, une autre partie où je vais un peu plus loin, sur un niveau un peu plus subtil, quand ces personnes peuvent avoir des questionnements dans leur existence, des questions qui vont toucher plus au sens de qu'est-ce que je fais là, qui suis-je, c'est quoi cette réalité dans laquelle je suis. Et là, je vais utiliser d'autres outils plus spirituels, on va dire des arts plus spirituels, comme par exemple l'astrologie védique, le yotish, qui permet une lecture en fait du karma, donc de nos conditions actuelles de vie, mais aussi des vies passées et peut-être même des vies qui nous attendent dans le futur, et qui permet de donner des remèdes comme de la mantra-thérapie, de la lithothérapie ou des exercices méditatifs ou spirituels pour essayer de pacifier et diminuer les influences justement des corps célestes qui nous entourent, planètes, constellations, avec qui on aura de quoi parler tout à l'heure avec Sylvain. Donc ça, c'est une autre partie pareille en visio ou en individuel. Et à côté de ça, j'ai créé des cercles de sagesse féminins pour essayer de travailler sur l'éveil au féminin. Donc, c'est quoi l'éveil? C'est quoi la spiritualité? C'est quoi un chemin spirituel? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engouement pour le spirituel, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui proposent beaucoup de choses. On est un peu perdu, c'est un peu confus, et les traditions ancestrales ne portent plus leur rôle, ne tiennent plus leur rôle de guide, puisqu'on s'est un peu éloigné pour des véritables raisons des religions. Et donc, on ne sait plus trop vers où aller. Et donc, moi, je propose un espace où on peut discuter, échanger, réfléchir là-dessus et pourquoi pas partager des expériences et expérimenter. Voilà. Et ça s'adresse à qui, du coup? Enfin, aux femmes, ça l'a compris. Alors, plus particulièrement aux femmes. Voilà. Après, c'est ouvert à tout le monde. Donc, aux hommes aussi, donc, ce que tu disais dans la partie féminine aussi. Mais, oui, okay. Tout à fait. Ouais. Le but, c'est d'éveiller et de rééquilibrer notre masculin et féminin à l'intérieur de nous, et donc nos deux axes, effectivement, chez tout le monde. Voilà, grâce à ce que tu disais, au mantra, à l'état de conscience modifié. Oui, état de conscience modifié, méditation et autres outils du chemin spirituel et des arts, on va dire, plus sacrés. Sam, tu connaissais un peu tout ça, déjà? Oui, j'apprends. Par l'hypnose, oui, mais les états modifiés de conscience aussi. Oui, mais bon, après, voilà. Après, pas forcément dans ce qu'elle va élaborer Alexandra, quoi. Non, pas complètement. Je ne connais pas son univers. Cercle féminin, non, pas forcément, non. D'accord. Mais toi, tu as étudié, tu disais, par rapport enfin, c'est pas la médecine tibétaine, mais c'est le côté, la tradition tibétaine un peu de tout ça? Oui, alors en fait, oui, j'ai étudié effectivement dans la tradition tibétaine, et dans la tradition tibétaine, comme dans la tradition védique, indienne du coup, puisque ça se rejoint, il y a 4 piliers essentiels. Donc le premier pilier, la médecine, effectivement, traditionnelle. Donc, j'ai pu étudier avec un amchi la santé tibétaine pendant 3 ans.
Ensuite, il y a un autre pilier qui sont les yogas de transformation intérieure. Donc pareil, j'ai suivi moi-même un parcours yogique et je continue à le suivre puisque c'est toute une vie, voire même plusieurs vies pour arriver à déployer tout ça. Donc il y a les yogas de transformation. Il y a un aspect ensuite astrologique des deux côtés, indien et tibétain. Donc, moi, je suis plutôt allée vers les Indiens aujourd'hui parce qu'au niveau de l'astrologie tibétaine, c'est plus compliqué à recevoir ces transmissions et ces enseignements. Et ensuite, il y a un côté direct qu'on appelle, qui est l'éveil en lui-même et qui est donc découvrir sa véritable nature, qui est tout le chemin en fait spirituel progressif ou non progressif en fonction des traditions et des courants, où on va découvrir notre part divine et on va fusionner avec cette part divine. D'accord. Oui, Est-ce que Chloé, ça te parle tout ça en fait, parce que je l'amène. Non, mais c'est vrai que toi, en tant que femme, est-ce que ça te parle le côté féminin, tout ça, ou est-ce que tu restes cartésienne? Je sais pas. C'est comment tu le perçois? C'est quelque chose que j'aurais même pas soupçonné en fait. Moi, me concernant, c'est pas quelque chose qui me vient comme ça, voilà. Mais c'est vrai que je me dis, il y a forcément quelque chose à creuser à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est plein de choses que je ne connais pas, mais qui quand même suscitent de l'intérêt en se disant, oui, bon, d'accord, pourquoi pas avoir aussi un petit peu plus de réponses sur des choses qu'on ne soupçonne pas. Et voilà, mais c'est vrai que non, c'est quelque chose que, même en tant que femme... Oui, tu connaissais pas. Je connaissais pas. Mais c'est vrai que toi, tu as fait un paquet d'études, en fait. Là-dedans, tu as étudié depuis l'âge de 16 ans, tu t'es jamais arrêté, quoi, en fait. Oui, tout à fait. D'abord pour moi, essentiellement, avant de professionnaliser tout ça, j'ai fait vraiment un parcours personnel, puisque depuis très jeune, j'ai eu des questionnements sur le sens de l'existence, en fait. Mon chemin, il vient vraiment de là. Qu'est-ce que la réalité? Est-ce que ce que je vois, est-ce que je perçois, c'est vraiment ça? Ou est-ce qu'il y a autre chose de plus grand, de peut-être plus lumineux, plus invisible, plus subtil? Des questionnements autour de la mort, puisque j'ai fait beaucoup d'expériences jeunes de l'ordre de, pas des NDE, mais du même ordre, puisque j'étais capable de faire des voyages astro, des rêves lucides, tous ces arts-là, en fait, qui sont venus un peu spontanément chez moi au début, mais qui après ont été travaillés justement avec des maîtres tibétains, puisque chez eux, ça s'appelle le yoga du sommeil et des rêves, et c'est très connu, en fait. Donc, c'est normal, quoi. Oui, c'est pas normal, puisque c'est un art yogique, donc ça s'apprend et ça se transmet et ça se pratique, mais ils connaissent, en fait, voilà, c'est pas éloigné de leur culture. Donc oui, j'ai beaucoup cheminé, en tout cas personnellement. Ça, c'est une passion, on peut dire ça. Oui, complètement. Oui. Donc tu as parlé d'astrologie védique, c'est ça? Oui. Est-ce que Maître Pêche, vous connaissez? Oh là là, Maître Espinosa, Maître Espinosa pris. Sylvain, toi, est-ce que tu connais ça, l'astrologie védique? Oui, je me suis documenté un peu. Je n'ai jamais pratiqué parce que c'est complètement différent de l'astrologie occidentale. Puisque l'astrologie occidentale, en gros, se fie, on appelle l'astrologie tropique, par exemple, le signe du Capricorne, c'est quand le Soleil passe au zénith sur le tropique du Capricorne. Ah oui. Voilà, pareil pour le tropique du Cancer, on rentre dans le signe du Cancer. En astrologie védique, ils utilisent les constellations, c'est-à-dire c'est un zodiaque sidéral. Ils regardent les groupements d'étoiles qu'on appelle Cancer, Capricorne, ça a le même nom, hein, mais ce n'est pas les mêmes emplacements dans le ciel. Donc déjà, il y a une grosse différence. Ensuite, c'est une astrologie qui est lunaire. Quand un astrologue indien te demande ton signe, c'est le signe lunaire dont il parle, et non pas le signe solaire. Et ça dit beaucoup de choses. Parce que la lune, c'est suivre sa voie naturelle, sans intervenir. Il y a quelque chose de fatal là-dedans. Alors que l'astrologie occidentale, qui est passée par le tamis de la Grèce, qui a inventé l'individu, elle est individuelle. Et donc, c'est l'individu qui est au centre, donc le soleil. Tu vois, c'est tout à fait différent. Donc, il n'y a pas cette notion de fatalité dans l'astrologie occidentale, telle qu'elle est, disons, approchée par l'astrologie védique. D'après ce que j'ai compris, hein, évidemment. Oui. Alors moi, je ne dirais pas le mot fatalité, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on ne peut rien changer et qu'on est voué, finalement, à partir d'un point A pour aller à un point B sans être maître, finalement, de
de sa vie, en fait. Je parlerai plutôt de karma, donc de cause et conditions. C'est plutôt ça, traditionnellement, qui est véhiculé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pose un acte, il y a des conséquences à ces actes. Donc, si je pose l'acte inverse, je peux avoir des conséquences inverses. Donc, je suis maître quand même, quelque part, de ce que je peux faire. Dans l'astrologie védique, il est question d'étudier d'abord les influences natales, comme en astrologie occidentale, effectivement, et de voir, OK, je suis née sous ce ciel-là, ça veut dire que karmiquement, il y a beaucoup de propensions qu'il m'arrive ceci, cela, ou que je rencontre ceci ou cela, ou que je pose tel acte ou cet acte-là. Mais on a, comme je l'ai dit, des remèdes, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les constellations, les planètes et les divinités, puisque nous, on travaille avec les dieux, en fait, et les déesses, évidemment, hindouistes, hein, puisque là, c'est un art des Védas. Et on va essayer de travailler avec ces influences et ces énergies, puisque les dieux et les déesses ne sont que des énergies finalement, pour pacifier en fait ce qui aurait dû arriver en fait, pour le pacifier, pour l'apaiser. C'est tout un art en fait d'harmonisation, de travail, de se mettre en équilibre avec le cosmos en fait. Oui, l'astrologie est un support de thérapie en l'occurrence. Ouais, on n'est pas loin de ça effectivement. Oui, tout à fait. Alors que l'astrologie qui m'intéresse, en fait, l'astrologie occidentale, c'est une psychotechnique, c'est-à-dire une appréhension du psychisme humain. Mais qui se suffit à soi-même. Voilà. Après, évidemment, on peut toujours recommander un chemin à la personne qui vient consulter, bien entendu. Mais ce n'est pas intégré dans un corpus global comme apparemment ce que tu expliques. Oui, parce que là, ça faisait partie des arts védiques. Et dans les arts védiques, l'astrologie n'est pas isolée. Elle est avec l'Ayurveda à côté, qui est le système de santé. Elle fait partie aussi du système yogique, comme j'ai dit, des yogas, en fait, pour se transformer. Donc, c'était surtout les yogis qui utilisaient l'astrologie au départ et pas le tout venant, en fait, hein, le tout public. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. Et également, le but final, quand même, d'une incarnation qui est et c'est ça qui m'intéresse, moi, quand je parle d'éveil, hein, qui est de sortir du cycle des existences et de la souffrance, mais de manière définitive. C'est-à-dire que là, on part sur une philosophie où on pense qu'on se réincarne. Donc, forcément, on va revenir. Le but n'est pas de revenir, le but est d'atteindre la divinité pour se fondre en fait dans la source lumineuse, ne plus souffrir et juste être finalement un Bouddha ou une autre divinité. Oui, donc on est sur un autre système effectivement. C'est une astrologie religieuse. Alors spirituelle, parce que religieuse, elle a été inscrite dans l'hindouisme, cette astrologie, mais au démarrage, les rishis qui l'ont posée, c'était des sages, donc on était vraiment dans la sagesse, dans la philosophie, la spiritualité, plus que dans la religion, en fait, quand même. Merci déjà pour cette présentation. En fait, on mettra ton site sur YouTube, si les gens veulent savoir ou avoir plus d'informations.